19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 17 avril 2024. L'Union des scolaires nigériens a organisé ce matin à Niamey une marche de recueillement qui a conduit ses militants au cimetière de Yantala. Il s'est agi pour les scolaires de commémorer les 7 ans de l'assassinat de leur camarade Mala Baglé et réclamer justice. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Sedou. Ils ont battu les pavés dans les différentes artères de la capitale pour converger au cimetière musulman de Yantala. Ils, ce sont les militants de l'Union des scolaires nigériens, toutes sections confondues, commémorant ainsi le septennat de l'assassinat d'un étudiant dénommé Mala Baglé. Comme de coutume à cette occasion, les scolaires ont au cours de cette manifestation présenté devant le camp supérieur de la gendarmerie nationale une dépouille symbolisant le corps de leur camarade abattu par les éléments de ce corps avant de se retrouver sur sa tombe pour une prière. Pour qu'il puisse se reposer en paix, mais aussi pour profiter, pour exprimer de manière vaillante, exprimer notre souci, notre soif par rapport à la justice, par rapport surtout à la justice liée à ces crimes crapulés du 10 avril 2017. Il faut rappeler que c'était pour la première fois qu'une plainte a été déposée et a été relancée par l'Union des scolaires nigériens auprès du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, notamment au niveau du parquet de ce tribunal, mais que cette plainte jusque-là n'a pas connu de suite favorable et c'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour interpeller les autorités au plus haut sommet de l'État, notamment la chancellerie du ministère de la Justice, aussi interpeller les procureurs de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey par rapport à sa responsabilité morale et historique sur cette tuerie du 10 avril 2017, étant donné qu'à un moment il était admis que les tueurs, notamment les auteurs et co-auteurs de cette tuerie, étaient tapis sous l'ombre des institutions de la République. Aujourd'hui, les responsables, notamment qui ont été identifiés dans les rapports de la commission d'enquête indépendante de cette enquête liée aux événements du 10 avril, les responsables sont là, connus, ils sont libres et ils n'ont pas de responsabilité étatique leur permettant d'avoir une certaine immunité. Au secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, de poursuivre son intervention en évoquant les perspectives dans leur combat. Au niveau de l'Union des scolaires nigériens, pour l'une des rares fois, nous avons une nouvelle appréhension de ce qui doit être la lutte aux côtés de nos camarades pour la revendication de la justice pour nos camarades. Au-delà de la revendication de la justice, il faut parler aussi de l'indemnisation des parents de ces martyrs. Nous devons aussi poser des actions responsables. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens projette d'organiser un pèlerinage spécial à la mémoire du camarade Mala Baglé. Nous allons nous concerter avec sa famille et nous allons prendre en charge les billets pour les pèlerinages à la Mecque pour le repos de son âme éternelle, Inch'Allah. Gloire à tous les martyrs et que leur âme repose en paix dans l'espoir que leur mort ne soit pas vaine pour les uns et les autres. Manifestation pacifique ce mercredi à Dosso pour exiger le départ des militaires américains au Niger, mais aussi soutenir et encourager le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dans leur lutte pour la souveraineté du Niger. Le résumé avec Léo Aboubakar. La population de Dosso est sortie ce mercredi 17 avril 2024 à l'appel du Mouvement national pour la sauvegarde de la patrie MNSP à la tribune officielle pour une marche suivie de déclarations qui a pour contenu le départ définitif et sans conditionnel des forces armées américaines de notre pays. Après des slogans hostiles aux forces d'occupation issues des États impérialistes, le président du NSP est intervenu pour détailler quelques zones d'ombre que cache la présence de cette base de l'armée américaine. Je voudrais vous dire, camarades, la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là parce que vous vous souvenez qu'il y a déjà quelques mois, nous avons chassé l'armée française sur notre sol et aujourd'hui nous sommes là parce que l'armée américaine est là dans notre sol. Alors, chers camarades, ce matin, nous nous sommes réunis ici parce que, vous le savez bien, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie avait sorti un communiqué dans lequel ils ont dénoncé la présence de la troupe américaine sur notre sol.
parce que cette présence s'est avérée illégale et viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques qui voudraient que le peuple souverain que nous sommes, que vous êtes, notamment à travers ses représentants élus, soit consulté pour l'installation d'une base étrangère sur notre sol. Camarades, la note verbale du 6 juillet 2012 qui a tenu lieu d'accords militaires entre l'Union et les États-Unis n'est rien d'autre que la prédation, que de la domination militaire, que de la colonisation économique, que du néocolonialisme juridique, bref, de l'esclavage tout court, chers camarades. Il est écrit dans ces accords que la délégation américaine au Niger, pour vous donner un peu le contenu de cette note verbale, elle est exemptée, la délégation américaine est exemptée de toute taxe, de tout impôt et de toute redevance. Il y est aussi dit dans cette note verbale que toute personne de la délégation américaine, même un ramasseur de poubelles, peut librement porter une arme, camarades. Ceci dit, un Américain peut tuer un Nigérien sans être jugé par les tribunaux nigériens. Alors il s'avère dans cette note verbale que c'est la justice américaine qui doit juger le criminel américain qui tue le Nigérien. Je ne vais plus loin, camarades. Les États-Unis contrôlent la totalité du spectre radiophonique. Je vous dirai c'est quoi le spectre radiophonique. Ça veut dire que les États-Unis maîtrisent la totalité des communications au Niger. Ça veut dire que l'Amérique peut écouter du président de la République jusqu'au 26e millième nigérien sur le sol. Donc dès que vous décrochez votre téléphone, les Américains sont capables de vous écouter. Ça, c'est ce qui est dit dans cette note verbale, dans ces accords qui ont été dénoncés. Tous les sous-traitants également des États-Unis au Niger bénéficient des mêmes avantages que les États-Unis sur notre sol. Après une reprise des mêmes mots en anglais pour une compréhension pour les Américains, le président du CNSP a été accompagné dans cette déclaration par plusieurs structures de la société civile dorsolaise dans le même élan patriotique. Voilà, c'était là un résumé de notre correspondante Leila Aboubakar depuis Dosso. L'espace France Fanon de l'association Alternative Espace Citoyen a servi de cadre cet après-midi pour une conférence de presse. 2 conférenciers ont été conviés pour ce énième numéro qui a vu la participation de plusieurs invités. Boubacar Ibrahim, Sadou Doumi. Paix sans démocratie ou démocratie sans paix, voilà les thèmes à travers lesquels Moussa Tchangri de l'association Alternative Espace Citoyen et Lompo Suleiman de l'Université du Bien-être ont entretenu le public à l'initiative du père Mauro Armanino, anthropologue et missionnaire au Niger. Objectif, déterminer la relation qui existe entre la paix et la démocratie. Ce programme était conçu avant le mois de juillet. Et puis nous voyons l'actualité de ce thème, et en particulier, je dirais, de ce thème, de la relation entre la démocratie et la paix. Si c'est vrai que l'objectif de la démocratie est la création de la paix, entendu comme quiétude, comme harmonie, comme capacité de mettre ensemble liberté, démocratie, justice. Et quand on voit que la paix est trahie, alors il faut se demander si ce n'est pas la démocratie qui a trahi d'abord. Et alors, est-ce qu'il faut régner la démocratie ou bien redonner à la démocratie sa valeur et son souffle? Parce que je pense très bien, et Tchangari a souligné cet aspect. Parfois, il y a des régimes qui justifient, avec l'état d'exception, à cause du manque de sécurité, mettons à côté la démocratie et quand tout sera revenu dans l'ordre, retournons peut-être à la démocratie. Évidemment, nous n'acceptons pas ce discours. Une thématique plutôt bien perçue par les participants. La thématique est d'actualité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'elle est bienvenue en ce sens qu'elle nous permet d'échanger sur le concept de la démocratie et la valeur de la paix. La paix à laquelle nous aspirons tous. La démocratie peut varier dans ses formes d'un pays à un autre. Et donc la démocratie telle qu'elle est comprise dans notre contexte, bien c'est par rapport à ses acteurs, c'est par rapport aux textes régissant
à nos institutions, mais aussi par rapport au fonctionnement même de nos institutions. Cette compréhension, malheureusement, elle est biaisée. Mais le comportement aussi des acteurs ne facilite pas le fonctionnement régulier des institutions. C'est une thématique très intéressante et c'est une thématique qui nous préoccupe de nos jours. Parce que vous avez vu la démocratie, on en a parlé depuis qu'elle a été instaurée au Niger. Cette démocratie est toujours balbutiante. Jusqu'à présent, elle n'a pas pu s'imposer comme régime politique à proprement parler. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu son vrai sens, le sens de la démocratie, où le peuple, le fondement même où le peuple doit s'exercer comme étant le moteur donc, de la gouvernance. Malheureusement, on n'a pas pu quand même s'en sortir et raison pour laquelle il y a eu beaucoup de renversements de régime par des coups d'État. À retenir enfin que dans les longues argumentations des conférenciers, il est admis que la démocratie n'est que l'apanage du respect des textes en la matière et la paix n'est que la résultante du bien-être. Parlons d'un fait de société, c'est l'utilisation du téléphone mobile qui n'est plus un luxe de nos jours. Au-delà du fait de rapprocher les gens par la communication, les téléphones font l'objet de plusieurs usages, dont entre autres les jeux. N'est-ce pas, Hamza Sako? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette citation trouve bien sa place dans ce contexte où on constate que beaucoup de jeunes perdent leur temps à manipuler les téléphones, non pas pour des recherches ou autres avantages, mais plutôt pour des jeux. Les jeunes un peu partout, si vous les voyez, ils donnaient plus de temps à leur téléphone qu'avec ceux avec qui ils sont en train de causer. Et cela est dû à plusieurs facteurs. Souvent ils sont connectés, mais pour la plupart du temps, ils passent leur temps à jouer. Cela est sans nul doute une perte de temps. Si vous le voyez, parce que le temps que la personne va consacrer à jouer pouvait lui permettre de faire autre chose. C'est une véritable perte de temps que ces jeunes sont en train de faire. De nos jours, les appareils ont quasiment remplacé la famille, pour parler comme les sociologues. Au lieu de s'occuper entre eux, ils vont essayer de voir. C'est-à-dire chacun va se concentrer sur son appareil, en train de jouer, ou en train de faire Facebook, WhatsApp. Parfois même, les gens, ils perdent leur amitié à cause de ça. Et des jeux inutiles. Et certains perdent même leur académie. Parce qu'en étant en salle de cours, ils jouent. Ils regardent des vidéos en salle de cours. Ils ne s'occupent pas de ce qui les amène à l'école. Donc du coup, ça a une répercussion sur leur avenir. C'est une perte de temps. Du moment où on est parti à l'école pour étudier, et on n'a pas toute la journée à l'école, on a quelques heures qu'on passe à l'école. Au lieu de rester, de garder ton appareil dans ta poche et aller, comment on appelle, après l'école, tu continues de jouer. En salle, tu joues. Même à la maison, il y a beaucoup des élèves qui échouent à cause des jeux vidéo. Parce qu'ils ne s'occupent pas plus de leurs académies, ils ne se soucient plus de leurs académies, mais ils s'occupent seulement, en quelque sorte, de leurs appareils. Cet appareil peut être utilisé sous plusieurs angles, ce qui pousse ces jeunes à conseiller leurs amis à l'utiliser à des fins utiles. L'appel que je lance à l'égard de nos jeunes frères et sœurs, c'est vraiment d'avoir l'appareil, mais de savoir comment l'utiliser. Nous les conseillons de cesser ou de diminuer, parce que, comme j'ai eu à le dire tantôt, le temps qu'ils sont en train de perdre, en train de manipuler les téléphones, en train de jouer, pouvait leur permettre de s'exercer, surtout si ce sont des jeunes qui ont été à l'école, ça peut leur permettre de s'exercer, ça peut leur permettre de faire des recherches. Le téléphone était mal nécessaire, alors indispensable dans la vie courante. Voilà, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire, dont le numéro d'aujourd'hui traite du fonctionnaire, un sujet qui est abordé par le président du Raza Presse, DIH, le juriste Alfred Gobaji. Très bonne réception à vous. Avant de donner la définition du fonctionnaire, je voudrais préciser que la fonction publique au Niger, elle est encadrée par un certain nombre de textes.
Notamment, donc je vais juste donner ici le principal texte sur lequel nous allons appuyer notre présentation de cet après-midi. Donc, notamment le statut général de la fonction publique issu de la loi 2007-026 du 23 juillet 2007, qui est modifiée et complétée par la loi numéro 2008-47 du 24 novembre 2008, portant statut général de la fonction publique. Donc, ce texte encadre ou bien réglemente le statut du fonctionnaire, ses relations avec l'administration publique, sa carrière au sein de l'administration. Donc, pour l'opinion ou bien pour le commun des citoyens, dès l'instant où vous êtes engagé dans une relation avec l'administration publique, eh bien, vous êtes considéré comme fonctionnaire. Mais en réalité, au regard des textes, au regard du droit de la fonction publique, il n'en est pas ainsi. Il y a une définition stricte du fonctionnaire. Au sens strict de ce texte, notamment la loi 2007-026 du 23 juillet 2007 portant statut de la fonction publique, pour qu'une personne soit fonctionnaire, eh bien, il faut que cette personne soit nommée dans un grade de la fonction publique, qu'elle occupe un emploi permanent de la fonction publique et qu'elle soit titularisée dans un grade. Donc ici, il y a deux conditions principales. La première condition, c'est celle de l'occupation permanente d'un emploi de la fonction publique. Et la deuxième condition, c'est la titularisation dans un grade de la hiérarchie administrative. Alors que, pour le commun, même si une personne n'a pas véritablement une relation permanente de travail avec l'administration, et dès l'instant où elle entretient une relation de travail avec l'administration, on considère qu'elle est fonctionnaire. Or, au regard du statut général de la fonction publique, pour être fonctionnaire, il faudrait que l'intéressé occupe de manière permanente un emploi permanent de la fonction publique. Et deuxièmement, il faudrait que l'intéressé soit titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative. Donc voilà les deux conditions principales pour avoir la qualité de fonctionnaire. Maintenant, quelle est la différence entre un fonctionnaire et un salarié d'une entreprise ou un salarié soumis au Code du travail et à la convention collective? Déjà, là, je vous donne une idée sur la réponse. Les deux, et le fonctionnaire et le salarié, ne sont pas soumis au même régime juridique. Le premier est soumis à un régime exorbitant de droit public et le deuxième est soumis au Code du travail et à la convention collective interprofessionnelle. Donc, pour le fonctionnaire, c'est le statut général de la fonction publique, c'est un régime de droit public qui s'applique, et pour le salarié, c'est le Code du travail et la convention collective. Et encore, pour le fonctionnaire, comme je l'ai dit, il faudrait l'occupation permanente d'un emploi permanent et la titularisation dans un grade. Or, le salarié n'obéit pas à ces conditions. Le salarié, lui, il est recruté sur la base d'un contrat de droit privé, pas de droit public. C'est le droit du travail qui s'applique aux salariés. Donc, vous voyez déjà ici, il y a une différence nette entre les deux. Le fonctionnaire occupe un emploi permanent. Le salarié peut ne pas occuper un emploi permanent dans l'entreprise. Il peut conclure un contrat pour une durée bien déterminée, une période de 6 mois, de 5 mois, d'1 an, et c'est fini. Or, dans la fonction publique, il faudrait une occupation permanente d'un emploi lui-même permanent. Donc, vous voyez, les régimes ne sont pas les mêmes. Alors, qu'en est-il maintenant des conditions d'accès à la fonction publique? Comment est-ce qu'on accède à la fonction publique? Ou bien, quelles sont les conditions que le statut général de la fonction publique a définies pour un citoyen ou bien, oui, pour un individu afin d'accéder à la fonction publique? Nous retrouvons la réponse au niveau de l'article 11 de la loi du 23 juillet 2007 dont j'ai parlé tantôt, qui déclare que nul ne peut
postuler à un emploi de la fonction publique, s'il ne possède la nationalité nigérienne, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité, s'il ne se trouve en position régulière au regard des textes sur le service national, ou s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice de cet emploi, s'il ne satisfait aux conditions d'âge minimum et maximum exigées pour l'emploi de recrutement précisé par les dispositions spécifiques de la présente loi, s'il a fait l'objet plutôt d'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme à 3 mois au moins de 18 mois avec sursis, à moins qu'il n'ait été réhabilité. Donc voilà les conditions qui sont posées au niveau de l'article 11 du statut général de la fonction publique pour accéder à la fonction publique. Donc la première condition pour quelqu'un qui veut accéder à la fonction publique, cette loi stipule que la personne doit être de nationalité nigérienne. Donc d'où la question de la nationalité. La question de la nationalité parce que les fonctions de l'État sont des fonctions régaliennes. Il faudrait des citoyens, c'est-à-dire des ressortissants de l'État qui sont liés à l'État par un lien de nationalité. Parce qu'on estime qu'il y a une présomption de loyalisme au niveau des citoyens. A contrario, ou à la différence des étrangers, parce qu'on estime que peut-être un étranger, il peut ne pas forcément être loyal. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'État ne peut pas faire recours à d'autres nationalités pour l'accompagner dans le cadre du service public. La preuve en est qu'au niveau de l'enseignement supérieur et même au niveau de la santé, l'État fait recours à d'autres nationalités qui sont là et qui exercent au Niger. Tout comme pour certaines fonctions au plus haut niveau, au plus haut sommet de l'État, eh bien l'État peut recourir à d'autres expertises. Donc, la question de nationalité ne veut pas dire que l'État ne peut pas faire recours à ces personnes, aux étrangers, pour l'aider, pour l'accompagner. Mais pour occuper une fonction permanente dans l'emploi, dans la fonction publique, il faudrait que le sujet soit de nationalité nigérienne. Alors, deuxièmement, il faut que la personne puisse jouir de ses droits civiques, c'est-à-dire ne pas faire l'objet d'une condamnation sans être réhabilité. Il faudrait que l'intéressé soit de bonne moralité. La moralité, elle s'apprécie au niveau de la valeur morale de l'individu. Donc, sans pour autant aller au fond de ces questions, donc l'intéressé doit jouir quand même d'une certaine présomption de bon comportement social. Ouais. Donc, c'est toutes ces conditions qui sont énumérées au niveau de l'article 11 qui sont posées pour que l'intéressé puisse accéder à la fonction publique et à la question du service civique, même si par ailleurs aujourd'hui on tend un assouplissement, on voit un assouplissement sur cette question du service public. Remplir les conditions d'aptitude physique, être un sujet capable, satisfaire aux conditions d'âge minimum et maximum exigées pour l'accès à l'emploi qui est concerné. Donc la loi a prévu de manière stricte les conditions qu'il faut remplir pour accéder à la fonction publique. Le fonctionnaire, en sa qualité d'agent de l'État, doit aussi être distingué des autres personnes, notamment le vacataire, le stagiaire et tous les auxiliaires de l'administration. Parce que les autres ne remplissent pas les conditions pour avoir le titre ou la qualité de fonctionnaire. Quand vous prenez par exemple le stagiaire, c'est un futur fonctionnaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait un premier pas dans l'administration publique, mais qui n'a pas encore rempli les conditions de titularisation et de nomination. Pour l'instant, il a rempli les premières conditions. Il est en voie d'être fonctionnaire, mais il lui faut être titularisé. Pour les vacataires, ce sont des collaborateurs occasionnels du service public qui prêtent concours à l'État pour des tâches bien précises et à une période déterminée. Donc, ils n'ont pas également la qualité de fonctionnaire. Maintenant, une fois que le fonctionnaire remplit toutes ces conditions, eh bien, il est appelé à faire carrière dans l'administration publique. Là, il s'ouvre pour lui une porte de carrière au niveau de l'administration. Et c'est là, quelque part,
le problème du système de la fonction publique. Parce qu'une fois que le salarié est assuré de faire carrière, eh bien, il n'a pas la motivation, il ne fait pas souvent des efforts pour s'améliorer, pour être compétitif sur le plan du travail. C'est là toute la différence entre le système de carrière et le système lié au droit du travail. Par exemple, quand vous prenez le système américain, c'est un système qui est basé sur la compétitivité. Or, ici, au Niger, nous avons le système public et le système de carrière. Ici, qui ne motive pas le salarié, qui ne lui donne pas à s'améliorer. Et c'est pourquoi vous voyez une certaine, si vous voulez, un certain relâchement. Le salarié n'est pas souvent motivé à faire avec plus de sérieux et d'engouement son travail parce qu'il est assuré de faire carrière. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, le salarié a des droits, ou bien je voulais dire le fonctionnaire a des droits et des obligations. Au titre de ses obligations, il a une obligation de retenue et de réserve. Parce qu'il est en charge d'une mission de service public. Et à ce titre, il ne doit pas dire tout haut ce qu'il pense. Parce que cela risque de compromettre le bon fonctionnement du service public. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est démuni de son droit d'opinion. Parce que c'est vrai, il a droit à l'opinion comme tout citoyen. Il a droit également à la liberté d'expression, mais cette liberté d'expression et ce droit d'opinion doit s'inscrire dans le respect du service public. Parce que certaines opinions, ou bien certaines, si vous voulez, libertés, peuvent impacter négativement le fonctionnement du service public. Donc c'est pourquoi le fonctionnaire a ses obligations de retenue pour l'accomplissement du service public. Maintenant, en dehors de cette obligation, le salarié a des droits. Ici, je voudrais citer le droit de grève. Quand souvent il estime que certaines choses ne marchent pas, eh bien, la loi lui reconnaît la faculté de pouvoir revendiquer dans le cadre de la loi ces questions sur lesquelles il estime qu'il est en désaccord avec l'administration. Donc, le droit de grève, il lui est reconnu dans le cadre de la loi. Mais le fonctionnaire également a droit au traitement. Pour le cas des salariés, nous parlons du salaire. Mais pour le cas des fonctionnaires, nous parlons du traitement. Après service fait, le fonctionnaire a droit à un traitement. L'État doit lui assurer un traitement. Ce qui lui permet quand même de subvenir à ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Donc, pour conclure, je dirais que la vie du fonctionnaire, la relation du fonctionnaire avec l'État est une vie qui n'est pas souvent aisée. Elle est accompagnée de beaucoup de soubresauts parce que souvent les fonctionnaires ont tellement de revendications parce qu'ils estiment que l'État ne fait pas assez. Ils estiment que souvent il y a beaucoup de questions qui sont en suspens. Eh bien, comme déjà ils sont assurés de faire carrière, vous voyez, c'est une condition, comme nous avons expliqué tout à l'heure, qui forcément ne motive pas le fonctionnaire. Mais si c'était plutôt le système de résultats, eh bien, les fonctionnaires allaient se donner à fond. Et puis, cette relation, souvent qui n'est pas aisée entre les deux, allait être peut-être autrement que celle qui est aujourd'hui.